Bonjour à tous. On va donc commencer ces 2 jours là, pour les 10 ans du LabEx Dynamique. Donc, je me présente, je suis Laurent Lespèce, je suis professeur à l'Université de Paris-Créteil, au demeurant plutôt spécialiste de l'évolution de l'environnement sur les temps longs, et je vais faire l'animateur pour cette première table ronde. Donc, cette table ronde, elle a été choisie pour essayer de faire un pont entre 2 aspects du LabEx. D'une part, un aspect sur l'évolution sur la longue durée des environnements, donc qui correspond à un groupe de travail du LabEx qui est consacré aux changements sociétaux dans la durée et aux relations avec les changements climatiques. Et puis ensuite, pour faire le lien avec ce qui est aussi le cœur du projet du LabEx, c'est la question des risques, et des risques contemporains cette fois-ci, et évidemment dans une perspective qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celle du changement climatique. Donc voilà, on a mis ça bout à bout et on a essayé de trouver un objet qui pourrait permettre de faire ce travail-là. Et après réflexion avec Franck en particulier, on s'est dit que le feu était un objet à la fois du passé, en même temps un objet du présent et qui nous préoccupe beaucoup pour l'avenir de différentes manières. Donc on s'est dit qu'on allait prendre cet objet-là pour faire ce travail-là. Donc voilà, la table elle est donc consacrée au risque d'incendie du passé au futur, d'une certaine manière. Et donc je vais demander premièrement à tous les interlocuteurs qu'on a réunis ici et qui ont accepté de venir aujourd'hui, et je les en remercie pour commencer, de bien vouloir se présenter. Peut-être commencer par le bout là. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors mon nom c'est Étienne Mathias, je travaille au CITEPA et je m'occupe de tout ce qui est estimation des émissions vers l'atmosphère. Donc émissions de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques. Et je le ferai peut-être plus longuement au fur et à mesure, mais voilà, tout ce qui touche aux émissions atmosphériques. Bonjour à tous. Donc Aurélie Muchery. Si, d'accord. Donc moi je suis responsable de la cellule SIG. Il marche? Ah oui. Faut que je parle plus fort? C'est ça, plus près? D'accord. Ah d'accord, oui, effectivement. Excusez-moi. Donc je suis responsable de la cellule SIG, donc des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne. Donc on va effectivement cartographier les risques et les incendies en cours, dont on parlera certainement plus tard. Voilà. Bruno Maestrecci, je suis le directeur du service d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, le SDIS 77, que vous voyez écrit ici, avec mes collègues. On est spécialiste du rien et généraliste du tout, parce que nous aussi, c'est du passé vers le futur, et je remercie votre invitation. Et j'en profite pour dire qu'on a un étudiant qui est doctorant chez nous, on le remercie d'être avec nous, on espère que ça va lui plaire, et on est prêt à en accueillir d'autres, au cas où il y aurait des... en relation quand même avec le feu ou les secours, hein, avec notre cœur de métier, qu'on puisse aussi apporter quelque chose. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Aline Garnier, je suis maître de conférence en géographie à l'Université de Paris-Créteil et je suis membre du laboratoire de géographie physique. Moi je suis plutôt spécialiste donc géographie de l'environnement et des paléenvironnements, donc je m'intéresse à l'histoire de l'environnement sur le temps long et notamment l'histoire aussi des feux. Donc j'essaie de développer des méthodologies pour reconstituer cette histoire des feux et aussi de faire le lien avec les variations du climat et les pratiques anthropiques. Et je travaille plutôt en milieu tropical et notamment en Afrique de l'Ouest. Merci à tous. Donc j'ai organisé, mais voilà, c'est de manière totalement informelle qu'on va discuter, mais j'ai préparé un petit peu une organisation en plusieurs thèmes. Le premier consacré un petit peu à la définition de ce que vous pouvez appeler l'incendie dans vos champs respectifs. Un deuxième thème autour de l'histoire des feux et de la géographie des feux, d'une certaine manière. Un troisième thème autour du risque d'incendie. Qu'est-ce que c'est que le risque d'incendie? Et puis voilà, tous les enjeux qui sont associés. Et puis pour finir, d'aborder vraiment la question qu'on s'est posée, c'est-à-dire celle du changement climatique et du risque d'incendie. Donc voilà, il n'y a pas de temps imparti pour chacun des aspects. On fait un peu comme on le veut. Et ce que j'essaierai de faire, c'est de faire un peu d'interaction avec la salle. Et pas simplement qu'on discute entre nous, mais s'il y a des questions, qu'elles puissent émerger de la salle, et à ce moment-là, je me déplacerai avec mon micro pour donner la parole à ceux qui le souhaitent. Donc pour commencer, je vais vous demander un petit peu comment dans votre
dans votre pratique ou d'après vos connaissances, comment est-ce que vous définiriez l'incendie? Qu'est-ce que c'est que l'incendie pour vous? Alors, prends la parole qui veut. On va être obligé de répondre en premier parce que sinon on va penser qu'on ne connaît pas notre sujet. Je dirais que l'incendie, c'est d'abord l'autre. Puisqu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de système de détection ou de prévention qui permettent aux sapeurs-pompiers de savoir s'il y a un feu quelque part. Et je dirais ensuite que sociologiquement, ça va dépendre de la société. Là, je rentre de Jakarta et contrairement à Paris où dès qu'on est dans les rues, on entend forcément une sirène de pompiers pour un feu ou un accident, j'y suis passé une semaine, je n'ai pas entendu un seul camion, j'en ai pas vu un seul, tout simplement parce que là-bas, le feu, c'est considéré comme non maîtrisable à partir du moment où l'action de la population, ce qu'ils appellent là-bas la masyarakat, va être en échec. Alors qu'il vient idée à personne dans cette salle, s'il y a un début d'incendie, de commencer à vouloir l'éteindre. On commence déjà à avoir le réflexe, on appelle les pompiers. Donc ce que je veux dire par là, c'est que du coup, l'incendie, c'est aussi par rapport à une société, par rapport à une compréhension du sujet, par rapport à une réaction des acteurs. Et ce n'est pas uniquement les services de secours. Et ensuite, je dirais que, en dehors de l'incendie que je viens d'évoquer, si on parle des incendies par exemple, de récolte ou des incendies dans les milieux naturels, c'est pour moi d'abord une interaction avec les gens qui ont en charge la gestion de ces espaces, agriculteurs, forestiers, enfin peu importe. Donc en fait, c'est pas une action incendie qui doit, même si j'ai pris la parole, parce que je voyais bien que tout le monde attendait que ce soit les pompiers qui répondent en premier, qui nous est exclusive. Par contre, ce qui est exclusif en France, là aussi c'est sociologique, c'est la réponse qui est en France apportée uniquement par les services d'incendie de secours, la brigade des pompiers de Paris ou le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ça, c'est une spécificité française. Si on prend d'autres pays, je vais reprendre l'Indonésie parce que j'en viens, le feu de forêt, c'est le ministère des Forêts, le feu dans les champs, c'est le ministère de l'Agriculture, et quand il arrive dans les villages, c'est le chef du village. Donc, vous voyez, une division de l'espace et des tâches qui est différente de la nôtre. Merci pour cette réponse. Peut-être si on peut revenir sur des aspects un petit peu plus fondamentaux, la relation feu-incendie par exemple. On reviendra sur ces aspects qui sont très intéressants et qui sont au cœur de la question qu'on va se poser là aujourd'hui, un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a un complément Alors moi j'étais prêt pour répondre sur mon domaine d'activité, mais c'est bon, c'est parti. Bon, du coup, comme moi je m'occupe de tout ce qui est émissions dans l'atmosphère, les incendies, on les voit du fait de leur impact. Peut-être pour me présenter un peu plus, moi je m'occupe de tout ce qui est agriculture et forêt, donc toutes les activités du territoire. Et quand on dit qu'on parle des émissions, nous, à notre niveau, on n'a pas d'appareil de mesure disposé sur le territoire pour capter tout ce que chacun émet, chaque voiture, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'activité économique du territoire, l'activité de plein de choses, et à partir de ces activités économiques, on va quantifier des émissions atmosphériques. Donc, on prend la quantité d'essence qui est brûlée en France, on va en déduire une quantité d'émissions de CO2 parce qu'on connaît la quantité d'essence en France. Voilà. Et donc, c'est la même chose pour les feux. Et donc, quand on a des incendies, moi, je pense au flux de matière que ça représente. Donc, on pense au carbone qui part dans l'atmosphère, mais beaucoup de particules. Je pense aussi à une pollution associée, parce que, comme on parle de pollution, de qualité de l'air, on a vu des nuages qui circulaient bien sur le territoire français. Quand ça brûlait d'un côté, on le sentait de l'autre. Donc, des particules, plein de composés qui peuvent être très nocifs et auxquels on n'est plus vraiment habitué, parce qu'on n'est pas tant confronté au feu dans notre quotidien. On a des voitures qui brûlent partout de l'essence, mais en fait, ce qui sort d'une voiture n'a rien à voir avec ce qui sort d'un feu ouvert à haute température. Donc voilà, c'était une réaction à chaud sur la perception d'incendie. Merci. Aurélie, Aline. Moi, si on parle des feux ou des incendies, je pense plutôt à une action volontaire et qui est maîtrisée. En Afrique de l'Ouest, c'est ce qui peut être différent en tout cas d'ici. Toujours par rapport à mon terrain d'études, et essayer aussi d'expliquer en fait pourquoi on a ces feux à un certain moment, et notamment d'interpréter les pratiques. Comme vous voyez, c'est plutôt volontaire, donc ça peut être une pratique de chasse, une pratique tout simplement pour l'agriculture ou autre. Donc moi, c'est plutôt comme ça, en tout cas, que je vois les feux comme une action vraiment volontaire, maîtrisée
et essayer de comprendre en fait pourquoi on a mis le feu à certains endroits et pourquoi à ce moment-là aussi. Merci. Moi, c'est spécifique, hein, c'est sûr. Moi, je vois les feux côté base de données, donc qui sont classifiés, une typologie, et voilà, ils ont une durée dans le temps, etc. Et c'est à partir de ça que nous, après, on peut faire notre travail et apporter des éléments à nos collègues. Mais... Donc, si je vous écoute bien, donc le feu, c'est quelque chose qui a des conséquences humaines, sociales. On parlait de la qualité de l'air. C'est quelque chose qui est directement en relation avec la société, dans son appréhension. C'est le sens de vos interventions. Alors, qu'est-ce qui reste de naturel dans le feu là ? C'est quoi la part naturelle du feu ? C'est quoi qui est naturel dans ce processus ? C'est aux scientifiques de me le dire. Mais du coup, on voit quand même que tout notre champ d'action, qui aujourd'hui n'est pas suffisamment développé, parce que pour la majorité des personnes, qui dit feu, dit pompier, qui dit éteindre, mais c'est pas si simple, parce qu'en fait, l'objectif, il n'est pas du tout là. L'objectif, il est sur cet aspect volontaire, de divulguer des bonnes pratiques, d'expliquer les conséquences, pas uniquement pour celui qui fait l'action en vue d'atteindre un objectif, mais cet objectif, il a quoi comme effet négatif sur l'ensemble des gens qui sont autour. Et ça, personne ne l'explique aujourd'hui, et c'est dommage. Enfin, au passé, en tout cas nous, on ne l'explique pas, parce qu'on n'est pas des acteurs, puisqu'on est considérés un petit peu comme des primo-intervenants, donc pas forcément des gens qui vont réfléchir à toutes ces conséquences, alors qu'elles concernent tout le monde. Ça, c'est point 1. Et point 2, c'est justement d'arriver à faire le changement, on va dire, sur l'éducation à tout le monde, et de façon à ce qu'on... Le monde idéal, c'est j'ai choisi ce métier parce que, idéalement, un métier qui devrait m'amener à jamais travailler. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait une bonne prévention, les gens feraient attention, il n'y aurait plus d'accidents, on éviterait que ce volontariat de mettre le feu parce qu'on attend un résultat, comprenne qu'en fait, ce résultat est tellement néfaste pour tout le monde que finalement, c'est peut-être pas la bonne solution, même s'il y a des pratiques ancestrales, d'accord ? Et donc, ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Et le troisième effet qui se coule, du coup, si j'étais à la retraite, c'est-à-dire que si je travaillais en étant payé sans rien faire, c'est l'idéal, hein, tout le monde a cet objectif en tête quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais en fait, je travaillerais, j'aurais pu rester les 2 jours avec vous. Ce n'est pas le cas, donc je suis désolé, je serai là que ce matin. Est-ce que quelqu'un peut nourrir cette question différemment sur la question de qu'est-ce qui reste de la nature dans les feux aujourd'hui, où elle se situe et comment elle intervient d'une certaine manière ? Si on prend par exemple, je vais prendre un exemple pour vous titiller un petit peu, si on prend l'exemple des feux de forêt des Landes de cet été, voilà, comment est-ce que tout ça, qu'est-ce qui reste de naturel dans ce type de processus-là ? Moi, je peux juste parler au terme. Moi, j'étais pas sur place, mais on a accompagné nos collègues. Ce qui était naturel, c'est l'évolution du feu, qui avait rien à voir avec d'autres évolutions de feu. Enfin, un feu en Seine-et-Marne, il n'aurait pas évolué de la même manière que là-bas. Et apparemment, c'était vraiment impressionnant. Même le feu peut avancer sous terre, ressortir plus loin. Donc là-dessus, ouais, c'était impressionnant. Oui, moi, ça me fait penser à l'influence de la gestion forestière sur les feux. Je crois qu'on n'a pas de grands messages et de très bonne compréhension. On sait qu'à partir du moment où le feu est parti, il n'y a pas de grosse différence entre une forêt, les différents types de forêts, mais peut-être que dans le déclenchement, c'est différent. Nous, quand on parle de la forêt en France aujourd'hui, métropolitaine en tout cas, on considère que tout le territoire est vraiment géré. Ça veut dire qu'on n'est pas dans du naturel ou sauvage complet. Il y a très peu de zones qui ne soient pas accessibles et, entre guillemets, gérées au sens où on l'entend. Sur le naturel aussi, ça me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui en forêt et qui sans doute est ressenti. Notre explication, nous, par rapport à des risques supplémentaires de feu, c'est la santé de la forêt. Et je pense qu'on en a parlé récemment souvent, c'est que depuis quelques années, on considère que la forêt souffre beaucoup des sécheresses répétées et que ça, c'est sans doute un terrain favorable aussi. Et donc, je ne sais pas si c'est naturel ou pas, mais en tout cas, c'est une évolution du matériel forestier. Dans les processus de mise à feu, les orages, est-ce que ça joue toujours un rôle ? Alors c'est certain que
qu'on appelle la foudre sèche, c'est-à-dire en fait un orage mais sans eau, il n'y a que des impacts de foudre, notamment en montagne. Ça peut déclencher, et ça déclenche encore maintenant de nombreux feux, bon, surtout dans les régions montagneuses. Donc nous, au Seine-et-Marne, là, on est un peu épargné par ça, heureusement. Il y a l'aspect humain aussi, il ne faut pas accidentel. Hein. Il y a des feux qui ont fait plusieurs milliers d'hectares dans les années 2010, notamment en Corse du Sud, où c'était dû à un arc électrique. Il faisait tellement chaud que la ligne électrique n'a pas cédé, mais a touché des branches. Du coup, bon, alors ça, pareil, EDF a réagi, RTE aussi, en faisant des dépenses énormes avec un hélicoptère qui passe avec une espèce de cisaille, enfin, etc., avec du lidar, enfin tout un tas de techniques. La vraie question par rapport à ce que vous disiez, c'est, au fait, notre forêt, pour nous, elle représente quoi? Et est-ce qu'on est capable, et combien on veut mettre d'argent pour éviter que s'il y a un départ d'incendie, ben on attende, parce qu'en fait tout incendie au départ avec un litre d'eau ça suffit, mais il faut être là, sur place au moment. Et la vraie chose, est-ce qu'on veut une révolution, comme il y a eu dans les années 90, une révolution dans les affaires militaires, on va dire, avec des systèmes d'armes compliqués, terre, air, mer, etc. Est-ce qu'on veut aujourd'hui réfléchir à ça au niveau d'un feu? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu des feux de forêt éteints avec des drones? Non, ça n'existe pas. Quelles sont les études ou l'innovation, le développement qui est consacré? Zéro, oui, c'est pire que l'université française, au sens où ce sont des SDIS, donc les SDIS sont des établissements publics locaux, donc il n'y a pas d'agence comme l'Agence d'innovation de la Défense, donc personne ne s'empare du sujet, donc il n'y a pas de crédit, et donc on préfère pleurer quand il y a un Canadair qui tombe avec 2 pilotes à bord, et en disant « mon Dieu, c'est terrible », et bis repetita. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on veut que ça évolue? Voilà. Merci. Et peut-être sur cette histoire des mises à feu, est-ce qu'on peut faire un petit peu un état des lieux? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui si on prend les feux de forêt en France, comparé peut-être après avec l'Afrique de l'Ouest ou d'autres régions du globe? Voilà, quels sont les principaux facteurs de mise à feu? Alors pour les causes, je ne vais pas dire que c'est simple, hein. Ne malinterprétez pas mes propos, mais il y a quand même des lignes directrices qui se dégagent, d'accord? La ligne directrice, c'est l'enjeu de territoire. Je parle en France, et notamment dans le Sud, notamment par rapport à des problématiques liées aux espèces, non pas végétales, mais animales, et donc des problématiques liées à la chasse, avec des espèces qui vont se déplacer. Deuxième point, sur l'aspect animal, c'est les pâturages. On sait très bien qu'une terre qui a brûlé va pousser un peu d'herbe, et donc pour des gens qui n'arrivent pas à nourrir leurs bêtes, ou qui n'ont pas suffisamment de pâturage, ça va faire un pâturage gratuit, et puis... Bon, toujours sans réfléchir aux conséquences, hein. C'est pour ça que je vous dis le change drive il est énorme. Il y avait quelques temps des problèmes liés à l'immobilier, donc ça a pu être réglé de façon juridique sur une interdiction de construire. Et puis il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas, parce que la société, ça fait partie des petites choses dont on préfère ne pas parler, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment comment faire. C'est lié à simplement des problèmes psychiatriques, hein, ce qu'on appelle la folie. Il y a des gens qui sont juste fous et qui sont subjugués dès qu'ils voient un camion de pompiers, ça les énerve, ça les excite, enfin ils veulent participer. Moi ça m'est arrivé, un type qui est sorti de prison, c'était le 16 juillet, le 17 juillet, sur le secteur où il habitait, bizarrement on a eu 37 mises à feu, on n'en avait pas eu jusqu'au 17 juillet. Bon, et il était là pour nous aider à tirer les tuyaux. Alors je ne sais pas comment faire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En fait, je crois qu'il y a des facteurs à l'origine des feux qui se retrouvent, en tout cas sur des pratiques plus longues, et en tout cas en Afrique de l'Ouest, dans d'autres milieux. Là-bas, je pense qu'on pratique aussi beaucoup les feux pour la chasse, que ce soit donc pour rassembler gibier, mais aussi pour amorcer une ouvre-pousse en fait, de graminées qui vont attirer aussi du gibier, pour l'agriculture, bien sûr pour défricher des surfaces, mais aussi pour améliorer la fertilité des sols. Mais il y a aussi le côté, je dirais, un objectif plutôt sanitaire, qui est de lutter aussi contre les nuisibles ou les moustiques ou autres, qui est beaucoup pratiqué, en tout cas en milieu tropical, pour cela. Par rapport à ces aspects sociaux concernant la mise à feu, aux objectifs, est-ce que dans le temps, ces objectifs ont changé? Là, on parle de pratiques, elles sont toujours actives. Donc, je ne parle pas de la folie qui me semble être une constante, mais si on parle des autres pratiques sociales, est-ce qu'il y a une évolution, c'est-à-dire des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui maintenant sont devenues importantes, et d'autres choses qui ont tendance
à disparaître. Est-ce que voilà, dans vos travaux respectifs, vous voyez ça? L'évolution, c'est toujours pareil, hein. En dehors de sa propre folie, c'est travailler avec les autres et faire des ponts. C'est toujours plus difficile que de faire des murs. Enfin, et donc la vraie question, c'est comment on fait pour travailler plus en interservice, on évite cette approche en silo, et comment on fait pour intégrer mieux le secours, enfin donc notre action en tant que sapeur-pompier, au sein d'une urbanisation ou au contraire au sein d'un territoire. Si ce n'est pas urbanisé, c'est donc les espaces naturels. Et comment on positionne ça? J'ai vu que dans le cas du Labex Dynamite, vous aviez un jeu. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ce jeu-là, mais j'aimerais bien voir ce que c'est. Parce qu'en fait, moi, j'aimerais vous en proposer un. C'est voilà, on donne un territoire, hein, je m'adresse aux géographes là, et puis à partir de quand dans ce territoire on met des gens qui vont sauver des autres ou qui vont sauver des espaces naturels, ou comment, pourquoi. Ces questions-là, je suis désolé, hein, je suis rentré au pompier en 80, j'ai toujours pas la réponse. Donc si on peut y travailler tous ensemble, ça serait bien. Mais c'est vraiment important parce qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse identique. Là, vous avez vu ce qui s'est passé cet été pour revenir au feu. On a nos pompiers, nos collègues d'Allemagne, de Roumanie qui sont venus nous aider, de Pologne. Bon, il faut quand même que vous sachiez qu'aucun des 3 pays qui est venu nous aider n'a les mêmes raccords que les pompiers français. Donc les pompiers allemands sont passés quand même par le Luxembourg, qui eux ont des raccords adaptés avec les nôtres pour récupérer les tuyaux pour venir nous aider. Bon, après on parle de l'Europe et de la normalisation. Bon, d'accord, vous voyez qu'il reste du travail là aussi, hein. Je reviens sur ma question. Sur les feux aujourd'hui, donc on a vu des feux de forêt cultivés là, cet été dans les Landes. On parle de feux de culture. Est-ce que ça c'est nouveau? Est-ce que ça se développe? Et à quoi c'est lié? Enfin, comment on explique ce développement des feux de culture? On a peut-être quelques facteurs d'explication, mais bon, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de logements aux abords des champs, donc ça peut favoriser. Ouais, les surfaces agricoles, tout simplement. Les routes qui passent à côté, donc les gens qui jettent leurs mégots, c'est de plus en plus fréquent aussi. En pourcentage, ça représente plus qu'avant, ouais, par rapport au feu naturel, on va dire, l'espace naturel. C'est pas lié aux pratiques agricoles? Il n'y a pas de relation avec les pratiques? Moi, sur les pratiques agricoles, on les suit. Il y a en agriculture une pratique qui consiste à brûler les résidus après culture pour différentes raisons. C'est vraiment extrêmement rare désormais. Bon, c'est censé être sur dérogation, etc. Après, on parle d'un nombre de cas qui pourrait correspondre, mais c'est quand ça dépasse. Donc, si le feu va un peu plus loin que ce qui était prévu, là, on se retrouve dans les statistiques des incendies. Mais si le feu, il a été autorisé et il reste sur sa parcelle, c'est pas dedans. Mais normalement, ça a vraiment quand même bien baissé depuis 90, hein, depuis les années 90. On n'est pas sur une recrudescence de cette pratique, d'après les stats. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle à ce stade. Ouais. Bonjour, merci pour vos témoignages. J'avais une question, mais j'aurais aimé des regards différents pour la réponse. Il y a l'idée de laisser brûler. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas très clair pour la population. À partir de quand on considère qu'on va laisser brûler jusqu'à une certaine limite pour éteindre plus tard, et quels sont les objectifs? Et est-ce que c'est des choses qui sont plus claires peut-être dans les sociétés que tu as étudiées, Aline, est-ce qu'on s'autorise de dépasser une certaine limite pour le laisser brûler parce que ça sera plus facile de le maîtriser plus tard? Oui, exactement, Delphine. En Afrique de l'Ouest, on va se dire en fait plus on va brûler fréquemment et moins les feux seront intenses, et notamment plus on va brûler d'une manière précoce, donc directement après la saison humide, ce qui va permettre vraiment de maîtriser les feux puisque la végétation est encore humide et c'est principalement la strate graminène en fait qui va brûler, ce qui fait qu'on va nettoyer un peu en fait ces surfaces, et si après il y a la foudre ou alors un autre accident, ou si c'est un feu qui n'est pas volontaire, va être beaucoup moins intense et beaucoup plus maîtrisable en fait, parce que cette parcelle a déjà été brûlée, on a anticipé en fait cela. Donc oui, non, ça c'est pour ça aussi que l'on va voilà, tous les ans en fait
notamment brûler, pour pouvoir mieux maîtriser en fait les feux. Pardon. En fait, les pratiques évoluent, parce qu'il y a 20 ans en France, dire on va non pas laisser brûler, mais on va brûler, nous, en tant que sapeurs-pompiers, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle des feux tactiques. Donc, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, ça a été pratiqué à Bordeaux cet été, c'est pratiqué de plus en plus. Ça nécessite une grande connaissance de bord du végétal, de l'environnement, des courants d'air, enfin, pardon, des vents. Et donc ça, il y a 20 ans, c'était quand même pas imaginable. Parce que vous savez, c'est un petit peu comme le secouriste. Vous arrivez, vous avez après fait un massage cardiaque, puis vous dites « Ah oui, mais il y a longtemps que je n'ai pas pratiqué, il vaudrait mieux que j'attende. » Et c'est pendant ce temps-là que la personne est morte. Ben là, c'est à peu près pareil. Pendant longtemps, on a dit « Ah non, mais nous, les pompiers, on ne peut pas dire qu'on va mettre le feu quand même, parce que c'est un feu tactique, mais on met le feu. On va être inculpé. » Bon, ok. Ben, vous savez, quand il y a un Canadair qui passe, il est à 230 km/h, ou 300, ça dépend. Mais nous, on a 5-10 secondes maximum pour lui donner un objectif, ou alors il fait le tour du chantier et il dit ben moi il y a d'autres feux ailleurs, je vais ailleurs. Et par contre, un juge d'instruction, il va avoir plusieurs années pour nous mettre éventuellement ou nous inculper, tout simplement parce qu'il peut y avoir des promeneurs, il peut toujours y avoir des morts quand il y a un largage. Et en France, c'est fait ainsi, c'est le sapeur-pompier qui est le commandant des opérations de secours qui, du sol, donne ou pas l'autorisation de largage au pilote. C'est pas le pilote qui largue et qui fait ce qu'il veut. Bon, ça évolue. Donc, le fait de laisser brûler chez nous, c'est lié à quoi? C'est 1, s'il n'y a pas d'accès, 2, s'il n'y a pas d'avion, et 3, si on a des actions de brûlage dirigé, de brûlage tactique, qui vont se faire dans le cadre du feu, dans le cadre de l'évolution d'un sinistre, et dans le cadre de ce qu'on appelle l'anticipation. C'est-à-dire que dans un poste de commandement, on a des officiers qui réfléchissent à l'anticipation en fonction de l'évolution du feu, pour qu'on puisse combattre ce feu là où c'est le plus propice et là où un feu tactique aura le plus de chances de donner de résultats. Celui-là, il marche plus non plus. C'est peut-être celui-là qui... Non, ça marche. Okay. Par rapport à ces éléments-là, sur le laisser brûler, on entend aussi que, en fait, on laisse brûler parce qu'on n'est plus capable de maîtriser. Je pense à d'autres régions du monde dans lesquelles les mises à feu et les intensités de feu sont devenues telles que ça devient très compliqué à contrôler. Comment est-ce que dans ces situations-là, on peut contrecarrer le feu quand on atteint ce type de phénomène, ce qu'on appelle les méga-feux? Comment on peut lutter contre ces... On attend que la pluie cesse, c'est peut-être ça la meilleure façon d'éteindre un méga-feu. Et c'est d'ailleurs, comme vous le savez, les méga-feux font leur propre pyrocumulus, donc on arrive à... On en était du coup, mais... Non, la petite pluie est terminée. On en était sur comment faire. Pas sûr que ce soit le bon, mais c'est pas grave. Ah d'accord. Bon, comme ça marche. Ah bah voilà, formidable.
Super. Donc, par rapport à ces méga-feux, je disais, en dehors de la pluie qui arrivait, là, on a des pyrocumulus, donc c'est des nuages qui sont formés par le feu, comme vous le savez. Et donc, on a aussi des fois des pluies qui arrivent. Mais plus sérieusement, toute la question pour nous, c'est de gagner, en dehors de cette échelle dont je vous parlais tout à l'heure, sur les personnes qui pensent que le feu, c'est une pratique qui est excellente. Elle peut l'être, à condition que ça soit encadré et à condition que nous, on soit prêts à intervenir. Parce que le tout, c'est la maîtrise de cette masse combustible. Et donc, cette maîtrise, c'est une balance entre qu'est-ce qui brûle et qu'est-ce qu'on a pour éteindre. D'accord ? Et donc, derrière, c'est en fait, en France, on a quand même une méthode d'attaque qu'on appelle le GAR. Alors, le GAR, c'est pas la gare SNCF, c'est G-A-A-R, Guet Aérien Armé, qu'on décide de mettre en place lorsque les phénomènes météorologiques réunissent au moins 3 facteurs, c'est-à-dire plus de 30 km/h de vent. On sait qu'il va y avoir plus de 30 km/h de vent. Donc on sait que s'il y a un feu qui part, il va partir vite, il va partir fort. Moins de 30% d'hygrométrie, ça veut dire qu'on sait qu'il n'y a pas assez d'eau dans l'air, on va dire. Et puis troisièmement, plus de 30 degrés, donc 30 km/h de vent, 30% d'hydrométrie, 30 degrés Celsius. Donc une fois qu'on a ça, on est presque sûr que ça va être embêtant pour nous. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on met en face? Alors idéalement, c'est de mettre un GAR, sauf qu'un GAR, ça coûte cher. Aujourd'hui, les guets aériens armés sont faits essentiellement par des moyens d'État, donc des avions de la sécurité civile, sauf que bon, on n'a pas une flotte qui permet de couvrir 100 départements de France. Hein. Et aujourd'hui, les départements, qui sont les principaux financeurs des SDIS avec les communes, sont un petit peu, je dirais, peu enclins à payer soit un avion, soit un hélicoptère qu'on pourra mettre en l'air s'il n'y a pas de feu, de façon à ce que dès qu'il y a un feu qui part, puisqu'il y a ces 3 facteurs, on soit le plus efficace possible. Je pense que cette mentalité, cette vision doit cesser. On parle d'autres pays, notamment aux États-Unis, où alors là, quand ça devient fédéral, c'est un peu compliqué parce qu'ils peuvent mettre plus de 200 avions parce qu'ils ont les moyens. Mais au niveau local, si on prend par exemple en Californie, il y a le Cal Fire, donc California Fire, qui est un des services qui lui aussi peut avoir des locations d'aéronefs. Sauf que quand la FEMA entre en jeu, c'est elle qui va payer. Donc c'est une question, une fois de plus, tout à l'heure, je crois que c'est toi Franck qui parlait d'argent, c'est important, ben là aussi c'est important. Et je dirais qu'il y a aussi des fois des effets cachés. Si on prend le BNPB, qui est l'agence de sécurité civile indonésienne, elle a cette particularité que quand le président décide que c'est un état de catastrophe naturelle, le BNPB peut faire ce qu'il veut comme dépense sans justifier au premier euro, enfin ou à la première roupie indonésienne. Donc en clair, c'est la porte ouverte à tout un tas d'abus et de corruption, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, sur des hélicoptères que j'ai vus sur les listes, mais que je n'ai pas vus sur le terrain pour y avoir été. Donc ce n'est pas une dénonciation, je comprends qu'il puisse y avoir des pratiques différentes, mais c'est simplement un fait, et les faits, si on veut lutter contre, il faut d'abord les reconnaître tels qu'ils sont. Donc ce que je veux dire, c'est que derrière, il y a tout un tas de pratiques sociales qui sont différentes, et d'approches et d'appréhensions différentes. Donc du coup, si je vous disais par rapport au BNPB, il n'a surtout pas intérêt à faire de la prévention, puisque lui, il pourra vraiment agir quand ça sera une catastrophe naturelle. Donc il n'y a pas au niveau international de reconnaissance, comme il n'y a pas au niveau international, comme on a vu tout à l'heure, même en Europe, des pratiques qui sont cohérentes et de façon réfléchie. Donc vous voyez que la route est longue et qu'il y a plein de choses à faire. Par rapport à ces aspects de gestion du risque, sur lesquels on va venir peut-être de manière un peu plus détaillée maintenant, par rapport à vos expériences, voilà, la Seine-et-Marne, c'est pas la Corse. Et qu'est-ce que ça change en termes de gestion du risque incendie, d'intervention concrètement, enfin dans le territoire, voilà, comment ça peut être différent? Alors c'est différent au sens où en Corse, quand vous avez un hectare de maquis qui brûle, ça fait de la peine parce que c'est beau. Mais en Seine-et-Marne, quand il y a un hectare de maquis qui brûle, grâce aux travaux d'ailleurs des étudiants qui tout rejoignent et de conseillers techniques, le commandant Bagnier qui est présent, bah, c'est 4 000 €, c'est ça. Donc voilà, donc du coup, sur 100 hectares, ça commence à représenter une somme. Et des fois même sur 2 hectares, il suffit qu'il y ait une moissonneuse-batteuse en action qui va elle aussi brûler parce que c'est elle qui va causer le risque, hein, en termes d'analyse du risque. Enfin, une moissonneuse-batteuse, c'est plus de 500 000 €. Donc là aussi, est-ce qu'il faut qu'on intervienne? Est-ce qu'il faut qu'on développe des moyens? Est-ce qu'il faut qu'on dépense de l'argent, clairement, alors qu'il n'y a rien?
Parce que si on dépense de l'argent alors qu'il n'y a rien, on sait que cet argent dépensé va nous permettre d'éteindre le feu de suite. Ou est-ce qu'on laisse tomber, est-ce qu'on attend avoir de 1000 hectares, donc on a 4 millions d'euros, en disant tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. C'est toujours cette balance. Hein. Tout à l'heure, vous parliez de l'interface habitat, espace naturel. En fait, c'est une caractéristique, ça, dans tous les pays du monde. Hein. C'est à partir du moment où on dit c'est de la forêt qui brûle. Même si c'est une forêt primaire, tout le monde dit oh, ben, il n'y a pas de personne, il n'y a personne qui va mourir, il n'y a pas de maisons qui vont brûler. Aujourd'hui, les gens veulent être dans une forêt tropicale, une maison isolée, parce que c'est bien, c'est tendance. Sauf que quand ça brûle, si on prend le pourtour méditerranéen, c'est ce qu'on appelle du mitage. Et donc, nous, pour défendre une maison, il nous faut un camion. Donc, s'il y a 300 maisons, il nous faut 300 camions. 300 camions, il y a au 15-10 aujourd'hui qu'il y a 300 camions feux de forêt. Donc, c'est toujours l'interface. Hein, c'est comme pour un tsunami. La vraie raison, c'est tout le monde veut évacuer sur Terre, ce que j'ai pu voir. Toutes les études vont là-dessus. Voilà la question que j'aimerais poser, parce que c'est pas modélisé, ça. Et au fait, au lieu d'aller sur Terre, si on allait en mer. Parce qu'en mer, avant le début de la vague, les gens ils font le bouchon. Quand la vague elle est formée, ils font plus le bouchon. C'est la vague qui nettoie tout. Mais c'est une vraie question, ça, non? Mais j'ai pas la réponse. Hein. Désolé. Du coup, sur ces questions-là, je ne sais pas si vous avez des choses à... Pour parler de la Seine-et-Marne, d'outils qu'on essaye de mettre en place justement, alors c'est pas pour prévenir les feux, mais pour réduire leur impact s'ils avaient lieu. Il y a des partenariats donc avec la FDSEA. On a mis en place un système où les agriculteurs nous préviennent en amont avant de faire leur moisson et en fonction, on peut prépositionner des moyens, pour intervenir plus vite. Donc voilà, on a fait ça depuis 2 ans et ça a été plutôt utile. Voilà. Et on étudie aussi avec le territoire justement des positionnements stratégiques en amont de potentiels feux. Comment est-ce qu'on pourrait couvrir la forêt de Fontainebleau en 10 minutes? Voilà, tout récemment fait. Moi, c'est pas forcément sur. J'ai pas de réaction par rapport à ça. C'est par rapport aux méga-feux, par exemple. Les méga-feux, on a été auditionné, peut-être vous aussi, pour savoir si les méga-feux c'était pour demain en France. C'est vrai que moi, j'en entendais parler en Californie, en Russie, en Australie. J'ai pas la réponse, donc peut-être que vous l'aurez plus. Quand on nous a posé la question, on a plutôt répondu que c'était pas pour notre activité, pour tout ce qui est déstockage de carbone, voilà, c'était pas le critère premier. C'est-à-dire qu'on le voit, on voit l'émission, c'est très rapide, mais par rapport à plein d'autres choses qui se passent à côté, c'est pas forcément les mêmes ordres de grandeur. Donc, par contre, je compare avec d'autres pays plus au sud, Portugal, Espagne, qui ont vu leur forêt vraiment partir. Là, lorsqu'ils font le bilan, parce que nous, c'est ce qu'on fait, on fait le bilan de nos pays pour savoir si la quantité de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère et ce que ça représente par rapport à ce qui peut être émis par les feux ou recapté par les forêts. Bon, là, le poids dans l'émission nationale, il devient colossal. Donc, si demain, on ressemble au Portugal, c'est pas forcément impossible, bon, ça sera une tout à fait... autre histoire. Donc voilà, je ne sais pas si vous parlez déjà de méga-feux en France métropolitaine, mais bon, c'est vrai que nous n'en parlait pas, mais d'un point de vue politique, maintenant, ça commence à... On nous pose des questions là-dessus. Justement, par rapport à ces méga-feux ou les feux en général, quelles conséquences du point de vue de la qualité de l'air, parce que c'est votre spécialité aussi. Comment est-ce que ça intervient? Est-ce que ça a changé? Quels sont les enjeux, on va dire? Est-ce qu'il y a des enjeux sanitaires? Et est-ce qu'on a des exemples liés à cet été ou à d'autres événements dans le monde? Alors oui, parce que ça se mesure bien, on voit vraiment les nuages de fumée sur les images satellites, on mesure dans les villes les taux de particules, donc ça... Et c'est quand même des gros phénomènes de pollution très rapides. Donc, quand on parle de qualité de l'air, c'est ça qui est important. On va dire qu'on se rend moins compte de la pollution qui va nous tuer à petit feu. Mais par contre, lorsqu'on prend tout d'un coup un gros nuage, là, ça fait bizarre. Et puis, on n'est plus tellement habitué à avoir des atmosphères chargées. Hein. Vous vous promenez à Paris, vous ne dites pas tout le temps « je suis en train de suffoquer », même si vous ne viviez pas tous au-dessus du périph'. Bon, qu'est-ce qu'on a comme émission sur des feux? On a pas mal c'est une combustion incomplète, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de particules carbonées, ce qu'on appelle des
des composés aromatiques polycycliques, donc des trucs qui sont un peu comme du charbon, comme si on comme dans un barbecue. Et ça, c'est très mauvais. Très mauvais, c'est potentiellement cancérigène. On peut avoir, alors, enfin, on n'en a pas encore, pas forcément de retour là-dessus, mais lorsque les feux sont des feux côtiers, enfin pas juste à côté, mais dans les landes, il peut y avoir peut-être des dioxines, des choses comme ça, parce que les embruns apportent du chlore, et donc si on brûle du chlore, ça fait des dioxines, ça peut faire des choses qui font peur. On ne sait pas bien estimer tout ça, hein, mais c'est forcément des grands feux comme ça, à très haute température, beaucoup de choses qui sont très déconseillées de respirer directement. Et puis quand on est au premier plan, j'imagine aussi. Voilà. Moi, je ne sais pas comment ça se passe en France, lors d'un voyage touristique. En Californie, j'ai vu qu'il y avait à la fois des alertes, enfin des niveaux d'alerte pour le risque incendie, comme on a chez nous, ça je pense. Mais on avait aussi des alertes en temps réel sur la qualité de l'air, avec des cartographies en fait, de qualité de l'air et des niveaux d'alerte qui vont prévenir, par exemple, si on peut effectuer telle ou telle activité physique. Ou pas, ou s'il vaut mieux rester chez soi. Enfin, où on en est de ce point de vue-là en France en termes d'alerte par rapport à ces phénomènes-là? Je réponds rapidement. C'est pas vraiment ce que nous on fait au CITEPA, parce que nous on va plutôt mesurer la quantité qu'on émet dans une année pour tout le pays. Donc c'est pas forcément cette résolution temporelle ou spatiale. Par contre, il y a des organismes dédiés qui vont avoir des mesures en direct, enfin quasiment en direct, de la qualité de l'air. Et après, on va dire que des messages à la population, ça peut intervenir notamment. On en a quand c'est des épisodes de pollution printaniers, donc c'est indépendant des feux. Mais voilà, lorsque les conditions météo ne sont pas réunies, ou sont réunies pour des pics de pollution, on a des messages sur les panneaux routiers. Essentiellement, et puis les cartes, elles existent avec des jeux de couleurs. Quand ça devient rouge, en général, c'est que c'est moins bon. Voilà. Mais on ne s'arrête pas de respirer pour autant. Mais par contre, on essaye de limiter les sources. Donc les épisodes de pression sur la qualité de l'air, c'est souvent en effet au printemps, lorsqu'on a encore du chauffage, et puis des conditions météo qui font que les polluants restent au-dessus des villes. Et donc là, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a quand même des alertes. Et le préfet peut dire circulation alternée, des choses comme ça. C'est rare, mais ça peut arriver. J'imagine que pour les feux, il peut y avoir des choses comme ça aussi. En fait, par rapport à ça, c'est une fois de plus l'approche en silo, puisque celui qui coordonne tout, c'est le préfet des départements. La vraie question, c'est est-ce qu'un préfet qui est un département à 400-500 km des Landes, il va prendre ce type de mesures alors que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et donc il y a le problème de l'acceptation sociale et de la responsabilité du décideur. Et là, une fois de plus, on est sur une balance entre le risque perçu ou le risque réel. Je vous donne un exemple par rapport à Lubrizol. Dans les années 2011, Lubrizol fait une mauvaise manip et du coup, on a du mercaptan qui se répand dans l'atmosphère et qui arrive juste dans les banlieues de Londres. Donc, affaire diplomatique, Londres appelle Paris en disant « Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi vous envoyez du gaz sur l'Angleterre ?» Parce qu'il faut savoir que le mercaptan, c'est quelque chose qui a une odeur caractéristique d'ail très fort et que c'est ce qui permet, dans le gaz naturel, d'être injecté de façon à ce qu'on sente le gaz. Le gaz en lui-même, il ne sent rien. D'accord ? Donc, en fait, on a eu une affaire politico-diplomatico-crise, okay, alors que c'était juste ce marqueur qui est fait exprès pour que justement ça sente le gaz, mais ça, aller l'expliquer à une population qui sent le gaz et qui pense qu'il y a le gaz, c'est mission impossible. Donc il y a l'acceptation sociale, il y a la prise de décision et puis la prise de risque politique. Donc tout ça combiné, c'est un savant mélange. Nous, sapeurs-pompiers, on reste au niveau où on est, c'est-à-dire conseil technique, on propose au préfet ou pas de communiquer, après c'est à lui de décider. Mais du coup, par rapport à cette question précise de l'air,
c'est pas nous, c'est le ministère de l'Environnement. Et donc, nous, au ministère de l'Environnement, comme nous sommes des fonctionnaires territoriaux, on n'y est pas, puisqu'on n'est pas des fonctionnaires d'État, etc., etc. Donc, ça, après, on peut en faire un bouquin. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas en faire un jour, parce que les gens ne sont pas du tout au courant. Et c'est pourtant quand même de leur sécurité dont on parle. Mais pas plus qu'ils sont au courant que les pompiers, quand ils viennent nous aider d'un pays européen, ils n'ont pas les mêmes tuyaux que nous. Donc, finalement, ça n'intéresse personne. Hein. Donc, merci de me permettre de m'exprimer là-dessus. J'espère que ça marche mieux en période de crise. Non. Okay. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects-là dans la salle, sur ces éléments-là? Merci. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit un peu plus tôt sur quand on parlait de ce qui est naturel autour de feu, et vous avez dit que ce qui est naturel en réalité, c'est l'évolution du feu. Donc effectivement, un incendie qui a lieu dans le Land, il n'évolue pas pareil comme s'il serait en Seine-et-Marne. Et la question que je me pose est jusqu'où nous sommes prêts à intervenir sur notre espace naturel, à commencer par la végétation, dans une stratégie de prévention. J'ai une idée très concrète en tête. Dans le pays où je travaille, en Grèce, il y a depuis quelques années des actions militantes contre la reforestation avec du pin. Je crois qu'il existe des mouvements similaires en France. Donc, jusqu'où, c'est une question qui réintroduit un petit peu le facteur humain dans ce débat, mais pas seulement en tant que victime, mais en tant qu'acteur de prévention. Ça rejoint la question que vous avez posée tout à l'heure, qui est une question très grave. Quand la forêt brûle, on pleure, mais c'est en réalité quand ce sont des vies humaines ou des propriétés humaines, des maisons qui brûlent ou des cultures. Donc jusqu'où on pourrait être prêt à aller pour agir dans le sens de la prévention. Voilà. Merci Zoé. Passer la parole à qui veut la prendre? Merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est essentielle. Si on veut faire avancer l'état de la connaissance et surtout des pratiques. Malheureusement, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, je vais vous dire que on a un pouvoir quasiment nul. Alors, c'est pas une question de pouvoir, hein, si ce n'est d'expliquer les choses. Mais ça s'est d'ailleurs passé à Bordeaux, hein, puisqu'il y a eu une grosse polémique sur des forêts privées, où les sapeurs-pompiers avaient préconisé de faire des voies d'accès. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut l'accès si on veut éteindre le feu, et que les propriétaires l'avaient refusé parce qu'ils estiment que c'est à eux et que donc la propriété privée, hein, qui est propre à notre constitution, on va dire, et la défense de la propriété privée fait qu'on ne peut pas rentrer et qu'on ne fait pas ce qu'on veut, même si on estime qu'il y a un risque et que ce risque, finalement, il va être, je dirais, assuré par tout le monde pour le bien-être de quelques-uns. Et où est là aussi l'équilibre? C'est une vraie question. Mais je vous dirais que ce n'est pas uniquement pour le feu. Hein. Si aujourd'hui je rentre, parce que vous m'appelez chez vous, parce que ça fait plusieurs fois que vous appelez un de vos proches et qui ne répond pas et que vous êtes inquiète, eh bien, je n'ai pas le droit de rentrer chez vous tant qu'il n'y a pas la police. Or, on arrive très souvent bien avant la police parce qu'on a une territorialisation qui est due à notre statut de pompier fonctionnaire territorial. Et donc aujourd'hui, on est face à cette histoire où parfois on crée une effraction et donc après on est entendu par un officier de police judiciaire parce qu'on n'avait pas rentré chez les gens. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil. Pour la prévention, en fait, on est limité à... on nous écoute. C'est comme pour une prévention, par exemple, dans les incendies dans des boîtes de nuit, puisque c'est là où souvent ça arrive. Il faut qu'il y ait des morts. C'est l'incendie de Saint-Laurent-du-Pont, le 5-7, dans les années 70, qui a permis de développer la prévention à l'intérieur des bâtiments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les établissements recevant du public, c'est comme ça qu'on les qualifie, il n'y a plus personne qui meurt.
Par contre, les gens meurent chez eux. Ils meurent chez eux parce qu'ils oublient de mettre un détecteur de fumée qui va les réveiller quand ils dorment, parce qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité chez eux. Or, aujourd'hui, on se rend compte que les feux tuent, mais tuent chez vous. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui en France meurent dans les feux, c'est des feux de maisons individuelles ou d'appartements où les gens pensaient qu'ils étaient en sécurité parce que c'est chez eux qu'ils connaissent. Malheureusement, les faits sont têtus et les statistiques aussi. Et non, c'est bien chez vous que malheureusement vous êtes le plus en danger, alors que vous pensez que c'est là où vous êtes le plus en sécurité. Donc il y a aussi cette perception. Et quand on explique aux gens que pour la prévention, il faut absolument faire ça, ils disent mais c'est pas vous qui payez. C'est vrai aussi qu'on n'a pas ça dans notre budget, hein, mais on ne peut pas dépenser parce que la prévention, c'est plutôt une action du ministère de l'Environnement. Donc là aussi, une fois de plus, la branche en chilo, parce que finalement, on reproduit toujours le même modèle. Hein. Je ne dis pas qu'il faut changer le modèle, mais à mon avis, il faut, une fois de plus, créer des ponts. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Si deux marches, ouais. Je sais pas, vous m'entendez là? Ouais. Ça marche. Donc sur cet aspect gestion de la végétation, est-ce que quelqu'un peut rajouter? Un petit peu, oui. Nous, on va développer d'autres partenariats aussi, notamment avec l'ONF. Donc on leur explique les gabarits des véhicules et ils nous disent si vous voulez aller avec jusqu'au cœur de la forêt, alors il faudra certainement couper quelques arbres, aménager un chemin ou en mettre des citernes, etc. Et en tout cas nous en Seine-et-Marne, c'est vrai qu'on a des bons échanges et donc à chaque fois ça va dans le bon sens. Des fois il vaut mieux couper un arbre pour permettre au camion de passer que de le laisser. Non, sur la végétation, je ne sais pas s'il y a des préconisations en France, en tout cas, sur les espèces peut-être à développer. En Afrique de l'Ouest, on sait très bien qu'il y a des espèces qui sont pyrophiles, qui vont bien résister au feu, d'autres qui vont encourager les feux. Donc peut-être qu'il y a des modes de gestion là-dessus sur les pins. Moi, je ne me retrouve pas, en tout cas, dans le terme « la forêt brûle ». Puisque pour le coup, en Afrique de l'Ouest, c'est pas la forêt qui brûle. On voit bien, si on a la carte de l'Afrique de l'Ouest, avec grâce maintenant aux images satellites, on peut identifier mois par mois, même jour par jour, en fait, les feux. Et on voit très bien que les feux sont limités au nord, en fait, par une strate végétation qui est beaucoup trop basse. Il n'y a pas assez de biomasse, en fait. Il n'y a pas un continu herbacé qui permet au feu vraiment de se développer. Et au sud de l'Afrique de l'Ouest, c'est trop humide et c'est la forêt qui va limiter en fait la propagation du feu. Donc le feu, il se situe en Afrique de l'Ouest, principalement dans la savane. Donc, mais j'imagine que, là, près de Bordeaux, dans les Landes, en fait, c'est que les pins ont peut-être aussi favorisé, ou la végétation a dû favoriser aussi justement la propagation de ces feux. Donc je ne sais pas s'il y a des mesures, en tout cas. Alors, les mesures qu'il y a, on considère qu'un espace vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de combustible, l'herbe est rase, etc., de 8 mètres. Donc si vous avez un combustible et 8 mètres après un autre combustible, on considère que cet espace vide va être coupe-feu 2 heures. C'est-à-dire que pendant 2 heures, le feu n'arrivera pas à passer d'un endroit à l'autre. Donc 8 mètres, c'est pas si énorme. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec vous, ça dépend de la qualité de ce qui brûle. Et ça, on oublie d'en parler. C'est-à-dire qu'il y a un champ en Seine-et-Marne qui brûle l'été 2022. L'été 2023, il y a à nouveau du blé et c'est reparti. Une forêt tropicale qui brûle primaire, voilà. Oui, c'est possible avec ce qu'on appelle le gambut en Indonésie. Donc, c'est des feux de tourbe en fait. Mais surtout avec l'action humaine. En 2016, il y a eu 2 millions d'hectares qui ont brûlé en Indonésie parce que le président avait donné l'ordre conseillé par on ne sait pas qui d'ailleurs, enfin si on le sait mais il vaut mieux pas le dire, d'arrêter l'irrigation des canaux. Donc en fait si vous voulez, ce qui était les feux de tourbe, il n'y avait plus du tout d'eau, parce que les gens lui avaient dit c'est parce que c'est de la tourbe, donc si on arrête l'eau il n'y aura plus de tourbe, ça va être plus facile d'éteindre. Et du coup c'est parti, et c'est les militaires qui avaient la gestion de l'opération. Et du coup, les militaires ont refusé, alors que le gouverneur de la province leur a dit mais non, mais arrêtez, vous voyez bien que c'est plus catastrophique qu'avant. Ils ont dit nous, on n'a qu'un chef, c'est le président de la République, donc tant qu'il ne nous dit pas l'ordre de... Alors du coup, le président était obligé de retourner, c'était à Kalimantan, pour donner l'ordre aux militaires d'arrêter, parce qu'il s'était trompé. Et comme vous le savez, en Asie, on n'aime pas trop perdre la face, surtout quand on est président, donc ça a pris un certain temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Si on reste sur cette question-là et qu'on prend l'exemple de la forêt de Fontainebleau, est-ce que, voilà, en tant que SDIS, vous avez des relations avec les gestionnaires de cette forêt? Comment ça se passe? Oui. C'est pas quotidien, mais presque. On a des réunions annuelles minimum. Même,
reçoit régulièrement. Et on échange, que ce soit à côté géomatique ou alors pour les spécialistes sur le terrain. Et plutôt sur ces aspects d'accessibilité ou aussi sur des politiques de gestion, c'est-à-dire de... Oui, il y a les deux. Oui, bien sûr, c'est-à-dire l'implémentation de citernes. Alors, il faut savoir que là, quand on dit tout à l'heure couper un arbre, ça semble évident de dire que tiens, si on veut qu'un camion passe, on va couper un arbre. Sur le plan pratique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme de faire une route quand il y a un feu pour accéder ou pour justement faire ce feu tactique dont on parlait tout à l'heure. On peut avoir tout un tas de personnes qui vont s'ériger contre parce que on va détruire quelque chose qui sera détruit par le feu si on ne le fait pas. Donc ça, c'est difficile à faire comprendre. Et de la même façon où on est un peu impuissant au niveau de la prévention parce qu'on n'a aucun pouvoir de prescription, ben là, on n'a aucun pouvoir de prescription. On est chef sur un feu. Ça s'appelle le commandant des opérations de secours. C'est réglementairement décidé. Au-dessus du commandant des opérations de secours qui s'occupe que des choses techniques, il y a un directeur des opérations de secours qui est soit le maire de la commune, soit le préfet. Mais l'action est strictement encadrée. Bon, certes, on est en France, tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, certaines actions sont empêchées parce qu'on nous dit que si on met cette route ou si on détruit la nature, c'est un crime de lèse-majesté. Mais sans prendre en compte le fait que si le feu passe, il n'y aura plus du tout de questions. Parce que lui, il ne va pas demander d'autorisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou remarques? Prolonger la réponse à madame. Sur les aménagements en termes de végétation, il y a un petit peu de débat quand même. Je prends l'exemple à Fontainebleau. On recrée des espaces ouverts pour permettre une certaine faune de revenir, des oiseaux en particulier. Donc ça c'est très bénéfique, certes. Mais d'un autre côté, on se retrouve avec des landes hyper inflammables en été, et avec des étés tout à fait classiques en Seine-et-Marne. Je ne prendrai pas l'été 2022 pour exemple. Donc là, tout est le débat après. Est-ce qu'on relaisse de la forêt qui a quand même un taux d'humidité supérieur et donc une inflammabilité moindre, ou on remet une lande pour quelques oiseaux, même s'ils ont tout un intérêt autant que l'homme, si je puis dire. En termes de lutte, ça va être compliqué. Après, le deuxième point sur les aménagements par végétation, il y a un moment où ça ne sert à rien. Je prends l'été 2022 dans les Landes, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tout brûle. Quand vous avez 10% d'humidité, un petit vent de 30 km/h et plus de 42 degrés, aucune espèce végétale ne peut arrêter l'incendie. Parce qu'il n'y a pas d'eau depuis 2 mois, il n'y a pas d'eau dans l'air, même les êtres humains en souffraient particulièrement. Donc dans ces conditions, il faudrait se poser vraiment les questions. Est-ce qu'il ne faut pas des zones d'herbe rase, comme disait le contrôleur général, et tout l'aménagement, donc de la prévention. Encore une fois, tout part de là. Mais il ne faut peut-être pas être sectaire à dire il faut tel arbre, il faut telle plante, il faut ceci, cela. C'est un enjeu délicat, enfin, c'est plutôt un débat délicat. Et alors je ne connais pas l'avancée en Grèce, mais il serait intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Puisque en termes de climat, ils sont quand même plus dans le dur que nous, puisque nous, ça reste exceptionnel. 2022 est une année exceptionnelle, au même titre que 2003, donc on a eu un répit de 20 ans. Donc ça serait intéressant de voir un petit peu ce qu'il en ressort. Après, sur nos échanges avec l'ONF, c'est ce qu'ils nous disent. Eux, ils remettent... ils ont beaucoup de mortalité suite aux sécheresses des dernières années, donc ils remettent des espèces plus résistantes. Mais quid face à l'incendie dans des conditions aujourd'hui exceptionnelles et peut-être demain plus quotidiennes? On n'a pas la réponse. Donc, il faut peut-être réfléchir beaucoup plus large en termes de prévention. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres réflexions? Oui, j'avais une question sur les fumées, et notamment pour reprendre un exemple de Lubrizol, mais plus récent, où en fait l'incendie a été assez circonscrit à Rouen, donc en 2019 sur on va dire un rayon de 100 mètres. Mais en fait, les fumées, elles ont incommoder les gens sur une vingtaine de kilomètres, et on a même eu des dépôts encore plus loin, mais je pense aussi aux incendies de cet été. On a senti jusque Paris des odeurs de brûlés. Et ça, comment vous l'anticipez ou vous le gérez, le lien entre, au niveau spatial, puisqu'on est dans les sciences du territoire ici, entre le feu qui est finalement assez petit spatialement, mais les conséquences qui sont extrêmement larges? Alors pour répondre à votre question précisément, on a des cellules d'intervention chimique. En fait, c'est des gens qui vont faire l'analyse de tout ce produit. On a même des laboratoires avec des spectromètres de masse, donc on peut avoir une idée précise de ce qui est rejeté en tant que fumée.
la fumée, pour nous, le meilleur moyen, c'est d'éteindre le feu le plus vite possible. Parce qu'en fait, c'est une conséquence. La cause, c'est l'incendie. Donc, on va concentrer les efforts là-dessus. Maintenant, au niveau de technique, pour réduire cet impact, c'est plutôt ou le confinement ou l'évacuation en fonction du produit qui est dans l'atmosphère. Mais après, c'est toujours pareil. De quoi on parle? Je vais vous donner un petit exemple. C'est juste un parallèle, mais vous allez voir que c'est la même chose pour la fumée. Un jour que j'étais au COGIC, j'ai le Centre national des opérations spatiales de l'armée de l'air qui m'appelle et qui me dit, voilà, écoutez, on a un satellite là qui va impacter la planète. On pense que ce satellite va impacter la France. Ah, je dis, c'est intéressant, merci de me prévenir. Je dis, vous avez une notion de où est-ce qu'il pourrait tomber ce satellite? Ils me disent, oui, on a un truc assez précis. Ah, je dis, ben, c'est parfait. Oui, c'est sur une bande d'environ 100 km de large sur 600 km de long. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Vous voulez que j'appelle les 20 préfets concernés, puis je leur dis, évacue le département? On a juste 48 heures de délai, j'ai oublié de vous préciser. Donc vous voyez bien que c'est pas possible. Et là, je dirais que pour les fumées, malheureusement, il n'y a pas de possibilité pour nous de faire un super aspirateur et de conserver ces fumées ou de les diluer encore plus ou de trouver la poudre de perlimpinpin qui permettrait d'une fumée toxique et en faire une fumée non toxique. Donc on est assez limité et je vous disais tout à l'heure, on est les spécialistes du rien et les généralistes du tout parce qu'on est confronté à tout un tas de difficultés qui arrivent d'une façon simultanée. C'est le propre d'une crise, c'est de déstructurer une société, un peu comme un méga feu. Et la vraie question, c'est non seulement on va avoir des problématiques de l'atmosphère, mais là où on peut agir, ça va être sur l'extinction et les eaux de ruissellement de cette extinction qui, si la fumée est toxique, elles sont aussi toxiques. Donc il faudra aussi qu'on évite que ces eaux se répartissent dans les sous-sols ou dans les cours d'eau et qui vont polluer aussi. Donc on voit bien qu'on est à la confluence de tout un tas de spécialités où nous on essaie simplement d'éviter que tout soit contaminé. Là où on n'est vraiment pas bon, malheureusement, il faut le dire, hein, c'est sur justement ces fumées, parce que je ne connais pas de dispositif dans le monde qui permettent de contenir une fumée dans un espace ou d'éviter qu'elle se propage. Et ça peut être effectivement un enjeu de santé publique important. Moi, je ne suis pas spécialiste de toutes les fumées toxiques qu'il peut y avoir. Enfin, l'histoire nous montre quand même qu'il y a eu un certain nombre de fumées qui étaient particulièrement létales. Bonjour. Moi, je voulais poser une question sur les polluants issus des feux. Quelle est la méthode que vous utilisez pour déterminer les polluants qui vont être rejetés? Vous avez dit que ce n'était pas à partir de capteurs, que c'était à partir d'une estimation de ceux qui brûlaient. Et quels sont... donc, est-ce que vous avez vous travaillez de manière affinée sur le type de végétation qui brûle? Parce qu'en fait, aujourd'hui en France, on dit feu de forêt, feu d'espace naturel, ce qui concerne aussi bien une forêt qu'un champ, qu'une haie, que voilà, on a vraiment différents types d'essences qui brûlent. Est-ce que vous arrivez à affiner ces polluants en fonction de la surface qui brûle ou non? Voilà, comment vous faites? Ok. Alors c'est vrai que j'ai dit quand on essayait d'estimer la quantité de biomasse brûlée, parce que je me suis mis dans mon rôle de... nous, on essaye d'estimer la quantité en tonnage émise par la France dans l'atmosphère, donc la contribution de la France par rapport à ça. Initialement, lorsqu'on calcule, cherche à estimer tel ou tel polluant, eh bien, il y a bien quelqu'un qui mesure avec un appareil de mesure et il va brûler. En fait, on fait brûler plein de végétation dans des laboratoires et on regarde ce qui en sort. Donc c'est bien à partir de cette information scientifique qu'on va après pouvoir extrapoler en disant bon bah maintenant en France il brûle tant de tel type de biomasse, telle quantité, et donc on suppose que en faisant une multiplication, on va avoir ces quantités qui sont émises dans l'atmosphère. Après, notre niveau de résolution et la capacité à vraiment prendre en compte des spécificités liées à ce qui brûle, elle est limitée. Il y a un des paramètres extrêmement importants qui joue vraiment beaucoup dans ce qui ressort, c'est l'humidité du bois. Et donc l'humidité du bois, si on parle de forêt qui brûle. Et ça change énormément la composition. Et en l'occurrence, on n'a jamais une information précise sur ça. Donc en gros,
il y a eu des tests avec différentes gammes d'humidité, et puis on aura sans doute tapé au milieu pour choisir le paramètre qui nous va bien. Si je reparle de l'émission de polluants pour la France, annuellement, ce qu'on fait, eh bien, on a un suivi assez précis des surfaces. Donc on a à peu près, voilà, la surface brûlée, ça va. On arrive à croiser cette information avec le type de végétation qu'on supposait avant. Et ce qui donne pas mal d'incertitudes par rapport aux résultats, ça serait des phénomènes type humidité, mais aussi la quantité de biomasse effectivement brûlée. Donc c'est lié à la durée du feu, etc. On est loin d'être très précis sur, quand on dit entre 0 et 100%, le taux de brûlage de biomasse sur un hectare brûlé. Donc le chiffre qu'on utilise, nous, c'est entre 20 et 25% pour la France. Donc si vous avez, quand on fait nos estimations, on dit qu'il y a entre 20 et 25% de la biomasse qui était présente initialement qui est partie en fumée lors du feu. Mais peut-être que des fois c'est 90% et puis des fois c'est 2%. Donc là, voilà, ça vous donne les gammes d'incertitude et puis pour l'humidité, qui est quand même un paramètre très, très important. Je vais cette fois-ci me faire un peu le porte-parole du LABEX, et en particulier du GT sur les relations entre société et changement climatique, pour évoquer un petit peu des résultats de nos travaux et de l'ensemble des recherches qu'on mène là-dessus. Voilà. On travaille en fait sur la manière dont on peut enregistrer les paléo-incendies dans des archives. Alors nous, on ne travaille pas sur des archives historiques, mais plutôt sur des archives sédimentaires. Et à partir de là, on a des particules charbonneuses qui sont piégées dans ces archives. Et du coup, on est capable d'en faire une chronologie, de raconter... Il y a quelqu'un qui est mort, mais je ne sais pas où. Donc, faire une chronologie de ces paléo-incendies. Et en fait, on se rend compte de deux choses. Une qui rejoint ce que vous avez dit d'une certaine manière, et puis une autre qui rejoint peut-être les choses dont on va parler maintenant. La première chose, c'est qu'en fait, on a un tempo dans la longue durée de ces incendies qui est lié essentiellement à des signaux de type climatique, paléoclimatique, ou d'évolution de la végétation. Parce qu'évidemment, le paléoclimat va favoriser la chaleur et donc les possibilités d'ignition, de départ de ces feux. Et puis parce que la structure de la végétation, évoluant avec le climat, va aussi favoriser ou non ce développement des incendies. Et par contre, par exemple, on se rend compte que dans certains espaces qui brûlent aujourd'hui beaucoup, comme les forêts boréales par exemple, ou des espaces de savane, on a eu des périodes dans l'histoire dans lesquelles il y avait des feux qui étaient en nombre et en surface brûlée à peu près aussi importants qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, on avait des conditions de biomasse qui faisaient que le feu pouvait se propager facilement, il y avait du combustible, et qu'en même temps, on avait des capacités à mettre le feu. Je pense aux périodes sèches du début de l'Holocène, par exemple, dans lequel on a des signaux de ces incendies précoces. Et donc, qui montrent que, en relation avec le climat, on peut avoir ce développement des feux. Et la deuxième chose qu'on a pu mettre en évidence, c'est que dans différents milieux, puis je laisserai Aline peut-être compléter là-dessus, on a détecté des incendies d'origine anthropique. On a parlé de société beaucoup, parce que évidemment le risque d'incendie, et pas que le risque, l'incendie c'est un processus social, vous l'avez bien dit. En fait, on voit que ça arrive dès les néolithiques, dans certains espaces, y compris dans l'ouest de la France, où on a une accélération des feux de forêt, ou des feux de végétation, pas forcément de forêt franche, mais de lisières forestières, d'espaces en friche, qui vont se mettre en place il y a à peu près 5000 ans, 6000 ans, à la fin du néolithique. On va avoir une accélération des incendies qu'on enregistre par ces particules microcharbonneuses et qui montrent qu'en fait, ce que vous disiez, les changements d'utilisation du sol, dès le néolithique, en gros, ils vont affecter les surfaces et l'organisation de la végétation. Et la pression qui va être mise sur la végétation, elle va être au départ mise par l'utilisation du feu. Et ça se fait il y a plus de 4 à 5 000 ans dans des régions comme la Normandie, par exemple, dans laquelle on a travaillé dans le cadre du LABEX, la thèse de Laurence Lemaire, dans lequel on peut mettre en évidence ces recrudescences des feux très clairement d'origine anthropique. Donc à proximité des sites archéologiques, on voit tout à coup des pics de charbon qui nous montrent que là, on a des pratiques d'écobuage qui sont en relation avec le développement, soit des pratiques pastorales, soit de l'élevage. Peut-être Aline, tu peux dire un mot sur les résultats qu'on obtient en Afrique sahélienne ou sous les tropiques. Donc pour compléter ce que vient de dire Laurent, donc on peut avoir soit une commande qui sur le
très long terme, plutôt une commande biophysique, où là, ça va plutôt être des feux qui vont être accidentels, donc il y a des orages ou autres, avec une biomasse qui est disponible et qui va être suffisamment sèche pour que ça brûle. Et ensuite, à partir du néolithique, on voit très bien en Afrique de l'Ouest, on a une fréquence des feux. Donc on a ça, on a pu le qualifier grâce au signal incendie. Moi, je travaille sur les phytolithes, qui sont des particules siliceuses qu'on va retrouver en fait dans les sols et qui sont issues directement de la plante qui va les produire. Et quand elle va se dégrader, ces phytolithes vont rester conservés dans les dépôts et prennent une teinture noire opaque quand ces phytolithes sont brûlés. Donc ça nous permet de préciser un peu l'état, en tout cas, des feux. On voit qu'ils augmentent au néolithique. Moi, ce que j'observais notamment dans la vallée du Yamé au Mali, c'était qu'au début, on avait des feux il y a à peu près 6-7 000 ans, donc pendant une période qui est très humide. On a des feux en fait qui vont être à certains endroits, on ne sait pas du tout dans l'ensemble du bassin versant, et qui vont notamment avoir lieu dans le fond de vallée, donc dans une végétation qui est très humide. Donc là, on peut supposer que c'est principalement lié à des pratiques de chasse. Pourquoi brûler dans les fonds de vallée, ou alors pour des pratiques plutôt sanitaires. On sait qu'en même temps, donc, il y a des populations qui sont installées, mais qui ne sont pas encore des populations agricultrices, puisque l'agriculture n'est pas encore arrivée ici à ce moment-là, mais donc il peut plutôt être des pratiques de chasse. Ensuite, on a un développement dans l'ensemble du bassin versant de ces feux qui sont liés à des pratiques vraiment agricoles qui vont se développer jusqu'à peu près il y a 600-700 ans, y compris dans les fonds de vallée. Donc les feux font vraiment partie, en tout cas, des pratiques et des modes de gestion des sociétés. Et ces feux vont se terminer, en tout cas dans nos dépôts, il y a à peu près 600 ans, et qui est liée à une aridification en fait, croissante, qui est plus importante, mais surtout à des pratiques agricoles de plus en plus généralisées. Donc en fait, on dit souvent, nous, en Afrique de l'Ouest, que les feux sont un témoin aussi du bon état en fait, des terres. Et quand on n'a plus de feu, c'est pas forcément bon signe. En fait, on dit que la savane est faite pour être broutée ou brûlée. Et quand on n'a plus de feu, ça peut indiquer qu'on a une dégradation des milieux. Et en fait, des pratiques agricoles qui sont devenues continues et à la fois dans l'espace et aussi, en tout cas, plus intenses dans le temps. Donc, l'absence de feu nous peut être un indicateur d'une certaine dégradation, en tout cas, des milieux. Et pour revenir à ce qu'on disait avec Laurent, donc, on peut avoir une commande qui peut être biophysique, y compris même au cours du néolithique, ça peut toujours arriver, des orages. Après, une commande qui va principalement être issue aux pratiques des sociétés locales, mais je pense qu'il est important de noter aussi qu'en Afrique de l'Ouest, en tout cas, on a eu une dernière commande qui s'est surimposée je dirais, aux pratiques des sociétés locales, qui sont je dirais, une commande plutôt exogène qui vient de politique ou d'aménagement, là, principalement issue de la colonisation ou voilà, d'autres commandes. En tout cas, on va créer des espaces qui vont être réservés, où les populations ne vont pas pouvoir pratiquer l'agriculture, ne vont pas pouvoir y mettre le feu, et ça va avoir un impact directement aussi sur ces pratiques. Voilà. Merci Aline. Bon, du coup, j'ai une question. C'est est-ce qu'on peut faire un lien entre la sédentarisation des sociétés et l'apparition de la guerre dans ces sociétés et la pratique du feu? Donc plutôt récente, non? Oui, oui, mais la pratique de la guerre. Non, du coup. en fait, la pratique de la guerre, c'est à partir du moment où l'homme reste dans un espace, il défend parce qu'il fait de l'élevage. Ouais, donc là j'ai une réponse qui peut être assez facile, c'est par rapport à l'élevage justement. On a aujourd'hui encore une pratique d'élevage en transhumance, et on va aussi donc pratiquer des feux justement pour qu'il y ait cette repousse de graminées, mais donc ils vont suivre un peu, je dirais, les traces des éleveurs. Je ne suis pas non plus spécialiste de la question, mais je pense que non, la sédentarisation n'est pas forcément liée en fait à ces pratiques de feu qui ont, à mon avis, existé bien avant vraiment la sédentarisation des populations.
même dire que dans certains espaces d'Afrique de l'Ouest dans lesquels on travaille, aujourd'hui c'est essentiellement les pasteurs qui mettent le feu, donc les éleveurs qui sont itinérants et qui sur leur parcours pastoral vont mettre à feu la végétation pour qu'elle soit plus appétante pour les animaux. Donc on a des feux itinérants qui sont liés à des populations itinérantes qui sont aussi importants que les feux de culture qui brûlent les résidus de culture par exemple. Donc c'est pas lié forcément à l'appropriation et à la sédentarisation dans ce type d'espace-là en tous les cas. Et pour compléter, notamment, je pense, nos collègues archéologues, je dirais, les pratiques d'élevage sur le temps long sont souvent difficiles en fait à mettre en avant, à démontrer. Et je pense que du coup, le feu montrait qu'à certaines périodes, on n'a pas forcément de traces d'agriculture, mais on a on observe beaucoup de micro-charbon ou les phytolithes brûlés, etc., où nous permettent peut-être de dire c'est possible en tout cas qu'il y ait des pratiques d'élevage localement au moins, et en fait le feu peut être aussi un témoin de pratiques qu'on n'arrive pas à démontrer par ailleurs. Alors, si on continue sur cette idée de relation au temps et qu'on se projette cette fois-ci vers le futur, à la fois pour anticiper en tant que citoyen ce qui peut se passer, mais aussi pour le Labex Dynamite pour qu'il arrive à se positionner et à définir ses objets de recherche. Qu'est-ce qu'on peut dire de la relation déjà entre incendie et changement global en cours? Quelles sont, d'après votre expertise, un petit peu les relations, peut-être de l'échelle globale à l'échelle locale? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme indice, comme connaissance ou comme enjeu associé à ce changement global, ce changement climatique en cours? Bon, je vois que tu me regardes, donc je vais prendre la parole. Pour le changement climatique, indépendamment des feux, va nous poser beaucoup de soucis. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut faire des associations un peu faciles entre changement climatique, durée des sécheresses et intensité des sécheresses, et puis feu. Alors sur la dernière étape, je pense qu'il y a d'autres facteurs, mais vraiment, autant nous, quand on regardait la série temporelle des feux depuis 30 ans, voilà, je disais pas forcément, on voit quelque chose qui grossit en même temps que le changement climatique. Autant on nous parlait vraiment de l'état, ce que je disais tout à l'heure, l'état de santé de la forêt qui était très en question. Et donc cette sécheresse et puis la faiblesse des arbres fait que, à mon avis, on va avoir de plus en plus des risques d'incendie. Plus globalement, la température quand même, pas oublier que quand nous on projette, on dit qu'il faudrait essayer de rester sur moins de 2 degrés en plus, on a augmenté la température moyenne. Quand on augmente la température moyenne sur une année, ça fait qu'en fait, il y a des journées qui sont vraiment beaucoup plus chaudes qu'avant. C'est pas on a gagné 1 degré chaque jour. Ça ferait 1 degré chaque jour, ça ferait 1 degré de température moyenne. Mais en fait, c'est pas du tout ça, puisqu'on a plein de jours où on n'a pas augmenté la température. Donc au final, on se retrouve vraiment avec des situations qui sont beaucoup plus fortes. Et on parle des anecdotes. Moi, je travaille beaucoup avec l'Afrique du Nord. Vraiment, j'ai un sentiment qu'il y a un ressenti. Alors, on a plein de statistiques et de choses, mais même le ressenti des gens est extraordinaire, je trouve. C'est-à-dire qu'à l'échelle de 20 ans, ils arrivent vraiment à nous en parler. Et en Afrique du Nord, on se retrouve aujourd'hui avec des températures qui sont incroyables. Donc, je ne sais pas la manière dont le feu prend, mais je parlais avec des gens en Tunisie cet été, ils disent on n'a jamais vu ça. Dès le début du printemps, ils ont des températures absolument caniculaires. On les appelle en août, il ne fait pas 40 degrés, il fait plus de 55 degrés à l'extérieur. C'est juste à côté de chez nous. Et donc, moi, je fais ce lien-là, c'est-à-dire que quand on parle de quelques degrés en plus en moyenne pour nos pays, c'est parfois des dizaines de degrés supplémentaires dans des journées estivales. Voilà. Nous, ce n'est pas de laboratoire d'excellence, nous, c'est la médiocrité de la vie quotidienne, les pompiers. Mais c'est simplement plus intense, des phénomènes plus fréquents, des phénomènes plus rapides et des phénomènes de plus en plus imprévisibles. Sous-entendu, pas uniquement liés au feu, mais le dérèglement climatique, c'est aussi pour nous les problématiques liées à l'eau, liées aux tempêtes, avec des vitesses de vent. Enfin, alors tout ça, c'est pas que du ressenti, c'est des choses qui, à mon avis, doivent être étudiées de façon plus précise. Mais c'est vrai que la fameuse expression « Ah, on n'a jamais vu ça », on l'entend tous les jours. Alors presque ça va devenir une banalité. Nous, si on regarde un petit peu même le fameux triangle de la protection civile internationale qui est sur un fond orange
un rond avec un triangle équilatéral bleu qui rappelle l'eau, parce que et essentiellement, c'est des problématiques liées à l'eau, hein, inondation, comment ça s'appelle, flood rapide, flash flood, pardon, et puis tsunami ou toutes les problématiques liées à cela. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus dans la salle? Bonjour. En fait, je me demandais pour les zones d'écopage. Je crois que cet été, il y avait un lac qui servait pour les inondations qui était à sec. Et je me demandais s'il y avait un travail de nouvelle cartographie par rapport à ces points d'eau qui vont peut-être être plus souvent à sec à cause des épisodes caniculaires et qui pouvaient poser problème pour répondre au risque d'incendie. Je ne sais pas si c'est clair. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu, vous avez parlé d'écopage, c'est ça? Oui, les zones d'écopage. Oui. Alors, écopage, en fait, il faut un minimum de 80 cm d'auteur d'eau pour que le Canadair puisse écoper, et sur 2 km, en fait. Donc, il faut 80 cm d'eau, et sur une largeur de 150 à 200 mètres. Voilà. Bon, ça, c'est la théorie, parce que maintenant, si je vous dis j'écope avec un hélicoptère, en fait, il suffit juste d'un vol stationnaire, d'une piscine, et on prend l'eau qu'on veut. Même si là, une fois de plus, il n'y a pas de, je dirais, de règlement, et que c'est dans l'urgence qui est le prétexte, on va dire, pour que les gens après ne portent pas plainte parce qu'on leur a vidé leur piscine, ou, et ça je l'ai vécu, un maire qui m'appelle sur un feu, le feu n'était pas éteint, en disant que j'avais pollué la commune, enfin pas moi, mais l'avion qui avait répandu du produit retardant de couleur rouge, d'accord, qui est produit par une société qui s'appelle Biogema. Et il m'a dit, vous comprenez, vous avez largué sur la zone de captage de ma source, donc toute ma population va être empoisonnée à cause de votre action. C'était un peu de la science-fiction, cette histoire, mais enfin, c'est quand même la réalité. Et donc, il a fallu prouver que les produits retardants largués par les avions de la sécurité civile étaient inoffensifs et qu'ils ne risquaient pas de polluer une source. Donc, ça semble loin pour en arriver à votre question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à l'écopage, ça va dépendre du type d'aéronef. Voilée retournante. Aujourd'hui, il y a deux types d'avions. Hein. Il y a le Canadair et le Beriev. Le Beriev, c'est un biréacteur russe qu'on a utilisé en France, mais on n'a pas validé. Parce qu'en fait, a priori, il est capable de larguer 11 tonnes d'eau, mais pas à charge pleine. C'est-à-dire que quand l'avion décolle, il a 6 tonnes de carburant, il peut prendre que 6 tonnes d'eau. Quand il doit faire son dernier largage, il n'a plus qu'une tonne de carburant. Là, il arrive à prendre 10 tonnes d'eau, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est un avion avec une capacité toujours identique. Mais là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'agence de la défense, etc. On n'a aucune société aujourd'hui. Si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui veut faire du business angel ou des startups, moi, je dis qu'on peut révolutionner le feu de forêt avec l'usage des drones. Puisqu'aujourd'hui, il y a des F-35, qui sont des avions de guerre américains, qui sont ravitaillés au-dessus de l'Atlantique ou du Pacifique avec des drones qui ont une capacité d'emport de 6 tonnes de kérosène. Donc le kérosène, ça peut être remplacé par de l'eau, pas tout à fait la même masse volumique, mais si on est capable de mettre 6 tonnes de liquide dans un drone, on peut mettre 6 tonnes d'eau aussi, a priori. Et du coup, il n'y aurait plus de problématiques liées à ça. La vraie question derrière, c'est après les drones, est-ce qu'on les fait amérir? Est-ce qu'ils écopent eux aussi? Ou est-ce qu'il faut qu'on les ravitaille en vol stationnaire? Et si oui, comment? Parce que du coup, trouver 6 tonnes d'eau comme ça paraît facile. Mais il y a des endroits où, justement, à cause de la sécheresse, le problème, c'est l'eau. Donc il faut que ce soit que les pompiers amènent de l'eau. Ça, c'est notamment ce qu'on fait avec les hélicoptères, où on crée des piscines artificielles. On met des camions qui vont mettre de l'eau dans cette piscine artificielle. Et quand l'aéronef arrive, donc en général un hélicoptère, il va pomper l'eau de là-dedans. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si simple. Et derrière, ça nécessite toute une chaîne logistique, une chaîne opérationnelle, une prévision, une anticipation. Parce que si vous mettez un hélicoptère qui vous pompe 800 litres, c'est pas pareil que si c'est un Puma qui vous pompe 4 tonnes d'eau. Donc là, c'est tout à fait les mêmes moyens logistiques. Et si vous en avez 2 ou 3, il faut assurer la permanence de l'eau. Donc vous voyez, de suite, on rentre dans de la cuisine. Vous allez me dire, mais ça, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Mais cette cuisine, et si on ne la prend pas en compte, on est sûr de louper. Et pour répondre à votre question, on a un problème en Seine-et-Marne. Ça fait plusieurs années, enfin au moins 2 ans, qu'on essaie d'avoir une autorisation préfectorale pour une zone qui a été reconnue par les Canadaires qui sont venus en 2017 ou 2018, je ne sais plus, qui ont dit, OK, là, on peut écoper sur la Seine, mais il faut la délimiter, il faut que ça fasse l'objet d'un arrêté préfectoral. Sauf que dans la région Île-de-France, ce n'est pas vraiment la coutume. Et donc, on attend toujours que cet arrêté préfectoral soit fait. Je vous rassure, s'il y a un feu dans le Fontainebleau, on se passera à l'arrêté préfectoral.
je mentirai en disant au pilote qu'on l'a. Bon, après, j'irai devant les tribunaux s'il faut, mais chacun doit assurer ses actes. Voilà. Merci pour cette réponse très intéressante. Une question au fond de la salle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de l'ensemble de ces interventions incroyablement riches, où on voit combien la science, la pratique, la recherche peuvent se compléter. Et vous avez déjà parlé justement à l'instant de l'importance, vous avez carrément fait appel à si quelqu'un pouvait développer une meilleure connaissance autour des drones pour voir quelles pratiques pouvaient être inventées. Et je trouverais vraiment intéressant si, d'une part, l'éminent représentant des pompiers en tant que praticien, mais aussi chacun des chercheurs ici, vous pouviez identifier ce que pourraient être des objets de recherche qui fassent que, on va dire, on puisse avoir carrément des pistes et réfléchir de qui peut faire quoi et comment, et qu'on puisse vraiment s'appuyer sur, on va dire, vos dires qui sont enregistrés, de façon à faire avancer les choses. On est au fond tous là pour ça. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, mais en fait c'est très simple. Aujourd'hui, la lutte contre les feux de forêt, puisque c'est ça dont on parle, alors je retrouve bien que c'est bien un laboratoire d'excellence, parce que je vous remercie de cette intervention, madame. Et en fait, c'est des systèmes de systèmes qui sont inventés aujourd'hui. Qu'est-ce que j'appelle système de système? Aujourd'hui, on est passé en moins de 20 ans d'une vision, ce qu'on appelle du guet, c'est-à-dire le guet au sens propre, au sens même moyenâgeux, où il y avait les tours de guet dans les villes pour voir si les maisons en bois prenaient pas feu. Aujourd'hui, on avait il y a 20 ans, et encore dans la forêt de Fontainebleau, il y en a déjà, des tours de guet où on mettait des gens. Bon. Sauf que c'est compliqué de mettre des gens H24, la nuit ils ne voient pas beaucoup, donc il faut qu'ils soient gros. Aujourd'hui, on peut imaginer un système de gestion d'un périmètre sur un espace naturel, une forêt, peu importe, avec des drones qui sont des drones filaires, c'est-à-dire qui montent à 200-300 mètres et qui vont surveiller jour et nuit une surface. Donc ça, c'est un des éléments du système des systèmes. Un système de surveillance. Donc ça, on fait de la prévention. On détecte de façon la plus précise possible et anticipée un départ éventuel de feu. À cela, on doit mettre des drones avec une technologie en essaim de drones, de façon à ce qu'on ait plusieurs largages. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le premier largage peut être suffisamment perfectible ou assez imprécis, et qu'il faut donc, même pour les Canadair ou tous les aéronefs qui luttent contre les feux de forêt, c'est toujours des vagues. Hein, on appelle ça la vague d'ailleurs, avec un premier avion chef pilote, et puis les autres qui vont suivre et qui vont faire pareil, et puis au fur et à mesure, on circonscrit le feu comme ça. Aujourd'hui, cet essaim de drone, comme on n'a déjà même pas un seul drone, on n'est pas non plus en essaim, donc c'est le deuxième système, c'est un essaim de drones qui portent de l'eau et qui vont pouvoir taper le feu au fur et à mesure. Et le troisième système qui est totalement innovant, c'est un autre drone qui va analyser en temps réel, en fonction des conditions astro-météo, c'est-à-dire le vent, la vitesse, l'hygrométrie, tout ce que vous voulez comme facteur scientifique, qui va pouvoir analyser l'efficacité du largage en enregistrant les données du drone qui largue. Aujourd'hui, on a simplement des sensations humaines avec un pilote de Canadair qui largue et qui appuie sur le bouton et qui dit « ouais, c'est bon, j'ai bien touché ». Mais on n'a aucune intelligence artificielle. Et donc ce troisième système, donc premier système la détection, deuxième système l'extinction, et troisième système l'amélioration des largages. En prenant tous ces systèmes, je dirais, de chaque drone, là où il est, quelles sont les conditions astrométéo, quel est l'impact sur le feu, et comment on peut améliorer de façon à ce que ça devienne un système apprenant. Parce que certains, je crois, appellent ça l'intelligence artificielle. Moi, je crois à l'intelligence collective, et je vous remercie de votre intervention. Donc c'est un petit peu ça, de créer un système humain, un système perfectible, un système plus technologique, plus scientifique. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous remercie en tout cas. Moi, j'ai entendu dans vos interventions d'autres enjeux, d'autres choses qui, je sais pas, vous avez parlé d'approche en silo, vous avez parlé, sans employer le terme, de gouvernance, j'ai l'impression. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi des objets de recherche? Alors là, c'est un thème essentiel. Parce que si je demande à toutes les personnes qui sont dans la rue, si elles prennent les 15 derniers jours où ils ont été, on s'est tous déplacés, hein. Si Franck tout à l'heure a précisé que j'ai pas dormi, c'est pas parce que j'ai fait la fête, c'est parce que j'arrive d'Indonésie. Voilà.
En Indonésie, je sais que si j'ai un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, j'ai à peu près 0 chance d'être sauvé. Parce qu'en Indonésie, il n'y a pas de système de secours. Vous allez me dire, il n'a qu'à rester en France. Et bien maintenant, la question que je vous pose, c'est qu'en fonction des 15 derniers jours où vous étiez, est-ce que vous vous êtes posé la question, tiens, si j'ai un AVC là ou si j'ai un infarct ici, dans combien de temps j'aurai les pompiers et est-ce que j'ai une égalité des chances sur le territoire national? C'est une vraie question. La réponse est non. Hein. Et c'est-à-dire que ce n'est pas pareil puisque chaque département définit ce qu'on appelle un SDACR, un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Et en fonction de ça, les élus locaux qui financent le SDIS, avec le préfet, vont décider de quel est le temps acceptable. C'est-à-dire, est-ce que chez vous, on arrive en 20 minutes, en 15 minutes, en 10 minutes? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle de façon, je dirais, uniforme. Ni en France, ni d'ailleurs en Europe. Bon, moi je crois que si je fais un excès de 5 ou 10 km/h, le radar qui va me choper, que ce soit à Marseille, à Lille ou à Bordeaux, je vais avoir le même nombre de retraits de points. Alors j'aimerais savoir, la question que je pose, c'est comment se fait-il que pour ma propre santé, pour ma sécurité, je n'ai pas les mêmes pertes de chance si je fais un infarct ici ou si je le fais, alors je ne parle pas de le faire au sommet du Mont Blanc bien sûr, hein, mais à partir de quand un petit village accepte qu'on vienne me chercher au bout de 20 minutes, alors que si je fais ça place de Rivoli, je pense qu'en moins de 10 minutes, j'aurai mes collègues sapeurs-pompiers qui viendront me porter secours. Voilà, effectivement, c'est la gouvernance. Donc ça, c'est un problème à la fois de moyens humains, d'infrastructures. Et est-ce qu'il n'y a pas simplement aussi des organisations qui sont défaillantes ou qui sont insuffisantes ou qui sont... La question, ce n'est pas une organisation défaillante, c'est une question de volonté politique. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que nous, citoyens, on souhaite pour notre propre sécurité? Ça ne se pose pas la question. C'est pour ça que j'en arrive à mon petit jeu tout à l'heure et que je suis intéressé par le jeu que vous avez fait. C'est qu'en fait, c'est la base. Et pourquoi on n'en discute pas? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne se pose pas la question. Ça s'appelle l'éveil. Je crois qu'il... Ouais. Une dernière question. Oui, rebonjour. Vous comparez beaucoup à l'Indonésie en montrant qu'on est meilleur. Et est-ce que vous avez des bonnes pratiques qui viendraient d'ailleurs, dont on pourrait s'inspirer en France? Et quelles seraient les limites, pourquoi elles ne peuvent pas ou pourquoi elles pourraient être mises en place en France? Alors pardonnez-moi, c'est pas qu'on est meilleur qu'en Indonésie, c'est que l'approche est différente et que nous, en Europe et notamment en France, c'est l'individu, le citoyen qui est le groupe de référence. En Indonésie, c'est le groupe qu'ils appellent Kelompok. Et donc en fait, la réponse, elle est par rapport au groupe. Disons que l'individu, il est secondaire. Donc en fait, c'est l'organisation de la société qui fait que on décide ou pas, pour les services du secours, de donner tel ou tel type de réponse. Et un deuxième problème aussi en Indonésie, c'est que les services de secours sont payants. Enfin, pas officiellement. Mais pour avoir assisté à de nombreuses reprises, j'y suis resté 10 ans là-bas. J'ai créé des centres de crise après le tsunami en 2005. En fait, le sapeur-pompier, quand on vous l'appelez, il va vous demander quelle est la superficie de votre maison et il va vous proposer un prix pour venir. Bon, je sais que ça nous choque, mais c'est une organisation qui est différente. Je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est mieux, c'est pas mieux. Mais il y a vraiment beaucoup de problématiques qui viennent de l'absence au départ, enfin initiale, de décision de quel est le niveau de sécurité que l'on souhaite. Comme on pense qu'on ne meurt pas chez soi, et je viens de vous dire que ce n'est pas ça, ben là la question c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi. Est-ce qu'on considère... et après il y a d'autres sous-questions. Je vous dis ça parce que j'étais avec mon président et mon président me dit bon, il faut dans les 10 minutes, il y a quelqu'un. J'ai dit d'accord, mais les 10 minutes, vous déclenchez le compteur à partir de quand? Alors il ne comprend pas. Je dis oui, vous avez téléphoné à police secours et après police secours passe aux pompiers, vous avez téléphoné au SAMU et après le SAMU passe aux pompiers, parce que moi je peux être tenu responsable à partir du moment où au 18 ça sonne, et moi je souhaite que ça ne sonne pas plus de 3 fois, mais je ne sais pas si ça a sonné une demi-heure avant qu'on réponde dans un autre service public. Mais le problème c'est le citoyen. Le citoyen, lui, il va avoir quoi comme sensation? Quand il arrive chez les pompiers et qu'on part de suite, ou quand il a attendu et qu'on ne lui a pas répondu de suite? C'est une vraie question, ça, non? Mais en fait, il y a des pays qui ont trouvé, hein, ils ont fait un centre unique de réception. En France, quand on dit qu'on veut faire un centre unique de réception avec un seul numéro unique, comme c'est préconisé au niveau de la législation européenne, on m'explique que oui, mais c'est pas possible parce que... Bon, c'est simplement, qu'est-ce qu'on veut collectivement? Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je dis simplement, est-ce qu'on est tous d'accord collectivement sur...
on accepte ça et on sait que ce n'est pas tout à fait la même réponse qu'on va avoir en fonction de là où on se trouve sur le territoire national. Donc vous voyez, je n'ai même pas besoin d'aller en Indonésie malheureusement. Merci de cette réponse. Il me semble, on va conclure, je vais souligner 2-3 éléments qui me semblent importants par rapport au LABEX. On voit bien que le feu, c'est un très bon révélateur de l'organisation territoriale. On l'a vu sur la répartition des espaces brûlés, sur la répartition des ressources en eau utiles pour éventuellement lutter contre l'incendie, sur la réorganisation spatiale que peuvent nécessiter la lutte contre les incendies de manière de prévention. On parlait de la bande des 8 mètres, par exemple, tout à l'heure, etc. Donc il y a évidemment une thématique territoriale et de l'organisation territoriale qui est importante. Mais il me semble que vous avez beaucoup souligné aussi l'aspect humain et l'aspect social, à la fois dans le problème de l'éducation des populations, dans le problème de l'organisation des services qui ont en charge soit la prévention, vous avez parlé des dysfonctionnements ou des manques de relations entre le ministère de l'Environnement et les collectivités territoriales qui sont en charge, ou les services de l'État territorialisés qui ont en charge la gestion du risque. Donc là aussi, il y a sans doute des enjeux en termes de compréhension de l'organisation de ces services de l'État et des différents services localement et à des échelons nationaux. On a aussi évoqué les aspects qui sont autour de les enjeux qui sont autour de la qualité de l'air en particulier, et qui montrent que là aussi, la prévention, la prévision des effets d'un incendie, c'est pas facile. Ça nécessite une adaptation en permanence. Donc ça nécessite sans doute des procédures d'éducation et de comportement, comme on le voit pour les risques d'inondation. Et que là, il y a sans doute des enjeux en termes de recherche, de savoir comment est-ce qu'on peut prévenir les gens et en même temps leur permettre de se former à savoir comment se comporter et comment est-ce que cette formation peut être efficace ou pas. On voit que pour les inondations, c'est compliqué. Je pense que pour les incendies, c'est aussi très compliqué. Donc voilà, il me semble que là, il y a autant de questions de recherche qui sont ouvertes et qui sont au cœur du LABEX et qui donneront des idées sans doute à de futurs chercheurs ou à des chercheurs actuels pour de futures recherches. Je vous remercie et puis on s'arrête là.